Oui, monsieur. Très bien. Ok, donc je vais partager votre écran. Pardon. Est-ce que vous arrivez à voir le PowerPoint, s'il vous plaît? Oui, monsieur. Ok, très bien. Bon, attends, je la mettrai de côté. Très bien. Attendez, work. Ça ne marche pas. Alors, aujourd'hui, nous allons faire tout ce qui est conducteur. Okay. Donc, tout d'abord, il y a deux parties sur la partie conducteur. Donc, il y a la partie conducteur. On va définir c'est quoi un conducteur, quelles sont les propriétés des conducteurs. En bas, on va parler des condensateurs. Ok. Alors, vous devez savoir, un conducteur naql, c'est celui qui conduit les charges. Ok. Par contre, dans notre cas, on va parler du conducteur en équilibre électrostatique. Ok, moi, je ne sais pas pourquoi j'ai mis, pardon, électrostatique. Alors, en fait, c'est quoi un conducteur électrostatique? C'est que il y a déplacement de charge. Ok, donc c'est un conducteur où il y a déplacement de charge. Par contre, on est en équilibre électrostatique, ça veut dire qu'à un certain moment, on arrive à l'équilibre électrostatique. Et l'équilibre électrostatique signifie qu'il n'y a plus de déplacement de charge à l'intérieur du conducteur. Okay. C'est-à-dire que je prends n'importe quel conducteur dans un champ électrique et automatiquement, il va y avoir déplacement de charge à l'intérieur. C'est dans le cas d'un conducteur en général. Par contre, ce qu'on étudie, c'est juste les conducteurs en équilibre électrostatique. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de déplacement de charge. Alors, dans ce cas-là, quelles sont les propriétés de ce conducteur en équilibre électrostatique? Pardon? Observez. Très bien. Vous arrivez à voir le PowerPoint, s'il vous plaît? Oui, monsieur. Très bien. Alors, il a quelques propriétés. Alors, on va commencer par la première propriété. La première propriété, c'est qu'à l'intérieur d'un conducteur en équilibre, on parle toujours d'équilibre électrostatique, c'est que le champ électrique est nul. Ok? Donc, à l'intérieur, le champ électrique est égal à 0. Alors, pourquoi le champ électrique doit être égal à 0? Parce que s'il y a un champ électrique à l'intérieur du conducteur, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il va y avoir déplacement de charge. C'est-à-dire que le champ électrique, une charge plus le dakhel. Donc, qu'est-ce qu'il va subir? C'est que cette charge-là, elle va être déplacée par le champ électrique. Donc, on sait très bien que, par définition, la force, c'est Q fois E. Okay. Donc, c'est pour ça que à l'intérieur, il faut que le champ électrique soit égal à 0 pour qu'il n'y ait plus de déplacement de charge. Ça, c'est la première propriété du conducteur électrostatique. La deuxième propriété, c'est que le champ électrique doit être perpendiculaire à la surface. Ok? Alors, il doit être perpendiculaire à la surface. Parce que, supposons que je prends le cas d'un point. Si le champ électrique n'est pas perpendiculaire à la surface, qu'est-ce qui va se passer? C'est que si je prends un champ qui n'est pas perpendiculaire, alors je vais avoir une composante qui est perpendiculaire à la surface, pardon, et une composante qui est parallèle. Ok? Alors, en fait, le problème qui va se poser, c'est que ce champ électrique qui est parallèle, il va me faire déplacer les charges le long de la surface. Et déplacer là. Alors qu'on avait dit qu'un conducteur en équilibre électrostatique, c'est qu'il n'y a pas de déplacement. C'est-à-dire que les charges sont fixes. Et dans ce cas-là, je dois avoir
un champ électrique toujours perpendiculaire à la surface, à n'importe quel point du conducteur. Okay? Ça, c'est la deuxième propriété. La troisième propriété, c'est que si le champ électrique, il est égal à 0, ça veut dire que votre conducteur, il est toujours au même potentiel, il est constant. Okay? Allez chez les constants, puisqu'on sait très bien que la relation entre le potentiel et le champ électrique, c'est dV qui est égal à moins E dL. Okay? Je suis en train d'expliquer, mais le document, il y a tout. Hein? Okay? Alors, si le champ à l'intérieur est égal à 0, donc dV est égal à 0, ça veut dire que mon V, si j'intègre dV est égal à 0, ça veut dire que V est constant. C'est-à-dire que dans un conducteur en équilibre électrostatique, le potentiel, il est égal toujours à une constante. Je peux avoir par exemple 10 volts, 220 volts, 320 volts. Okay? Donc ça, c'est la troisième propriété d'un conducteur en équilibre électrostatique. Et la dernière propriété, pardon, je vais effacer tout ça, c'est que à l'intérieur, les charges sont nulles. Si je prends le théorème de Gauss, qui est E intérieur ds qui est égal à la somme des charges sur 0, ça veut dire que si le champ électrique est égal à 0, ça veut dire que les charges électriques QI sont égales à 0. Donc ça, c'est la dernière propriété du conducteur équilibre électrostatique, pas électro-optique, hein, donc c'est électrostatique. Alors, en fait, où on a les charges? Pardon. J'arrive pas à voir le chat. Allô? Allô? Oui, monsieur. Ah, ok. Très bien, très bien. Parce que des fois, j'ai l'impression que... Très bien. Très bien. Donc où est-ce qu'ils sont les charges? En fait, tout simplement, les charges sont à l'extérieur. Ils jouent toujours sur la surface. Donc, ils sont toujours là. Si je prends des charges positives, je dois trouver toujours les charges. Okay. Donc, ils sont à la surface. Donc ça, c'est les propriétés d'un conducteur en équilibre électrostatique. Donc, maintenant, il faut faire attention. Le champ est égal à 0 automatiquement à l'intérieur. Le champ électrique, il est perpendiculaire à la surface. Le potentiel, il est constant. Les charges à l'intérieur sont égales à 0. Et en fait, j'ai la répartition de toute la charge sur la surface. Encore une fois, ça c'est un conducteur qui est en équilibre électrostatique, ça veut dire qu'il n'y a plus de déplacement de charge. Alors, quel est maintenant le champ électrique? Donc, la deuxième partie, c'est de déterminer le champ électrique au niveau d'un conducteur en équilibre électrostatique. Alors, en fait, on va utiliser automatiquement le théorème de Gauss. Alors, on va prendre n'importe quelle forme d'un conducteur. Bon, on a pris sphérique, mais je peux prendre n'importe quel conducteur. Ok, pas forcément symétrique. Alors, pour déterminer le champ électrique, alors il faut dire que c'est au voisinage. C'est juste à côté. On calcule pas le champ électrique à un point très éloigné, c'est-à-dire vraiment très proche de la surface. Alors, en fait, on va prendre une petite portion tellement serrée là, tellement que on voit cette surface-là, c'est une ligne droite. Okay. Alors, pour déterminer le champ électrique, on va prendre un cylindre et on va appliquer le théorème de Gauss. Alors, si on applique le théorème de Gauss, on va prendre le cylindre. Alors, vous vous rappelez tous du théorème de Gauss, c'est que si je considère le cylindre, il y a trois surfaces. Donc, vous avez la surface S1, la surface qui est à l'intérieur, c'est S2, et la surface latérale, S3. Alors, si on applique le théorème de Gauss, c'est que le flux à travers la surface de Gauss, c'est le flux de S1, le flux de S2 et le flux de la surface latérale. Alors, si on considère le flux de S2, on avait dit que le champ électrique à l'intérieur du conducteur, il est égal à 0. Ça, c'est les propriétés d'un
conducteur en équilibre électrostatique. C'est-à-dire que automatiquement, EDS2, c'est 0. Ça, c'est la première. Pour la surface latérale, on sait très bien que sur la surface latérale, la partie lirahna, qui est en dessous, ça veut dire que le champ électrique il est égal à 0, le problème ne se pose pas. Mais la surface latérale qui est à la surface, le champ électrique il est dans ce sens-là et DS est dans ce sens-là. Et dans ce cas-là, vous avez quelque chose qui est perpendiculaire. Et donc, c'est 0. Ce qui nous reste, c'est juste la surface qui est DS1. Et EDS1, donc E, il est parallèle à DS1, c'est-à-dire que vous avez un cosinus de 0, un cosinus de 1, et le long de cette surface-là, E est constant. Donc automatiquement, on trouve l'intégrale, donc on l'a fait sortir de l'intégrale, et on va avoir EDS1 comme nous l'avons fait ma théorème de Gauss, et l'intégrale de DS1, c'est ES1. Ok? Qui est égal tout simplement, si on applique le théorème de Gauss, c'est ES1, c'est QI sur epsilon 0. Alors QI c'est quoi? Donc si je fais un zoom, donc avec la surface de Gauss, en fait les charges sont à la surface. Les charges à la mahna, QI. Okay? Alors bien sûr, un conducteur en équilibre électrostatique, il est défini par sa densité surfacique, puisque les charges sont à la surface. Vous vous rappelez la dernière fois, la différence entre ρ et V. ρ, c'est quand il y a distribution sur la surface, sigma, c'est quand il y a sur la surface, et ρ quand il y a le volume. On a le conducteur, les charges sont toujours à la surface. Et donc, on parle de sigma. Donc, QI, c'est quoi? Ce n'est que sigma, propriété dans le conducteur, fois cette surface-là, hadir. Ok? Mais on sait très bien que dans le cylindre, cette surface qui est là, c'est la même surface S1. Et en fait, ce n'est que sigma qui est égal sigma fois S1. Alors, si on fait sigma S1 et ES1, donc S1 va se simplifier à S1 et on aura le champ électrique qui est égal sigma sur epsilon 0 fois UN. Alors, bien sûr, UN, c'est le vecteur unitaire et le conducteur vers l'espace. Si le champ électrique, si les charges sont positives, donc sigma T est positif, donc on aura E dans le sens de UN, donc on va avoir un E dans cette direction-là. Si mes charges sont négatives, c'est-à-dire que sigma T est négatif, dans ce cas-là, j'aurai, dans le cas où c'est négatif, donc j'aurai toujours UN dirigé de l'intérieur vers l'extérieur, et j'aurai un champ électrique qui est entrant, ce que vous avez l'habitude de faire, le chapitre 1. Et donc j'aurai un signe moins, et ça va être dans le sens inverse. Alors, ça c'est le champ, attention, au voisinage d'un conducteur en équilibre électrostatique. Alors, on parle du voisinage, parce que c'est le champ, là que tu vois le cylindre, je vais effacer tout ça. Vous regardez qu'il y a une différence de distance. C'est-à-dire que je parle vraiment d'une zone qui est très proche de la surface. Ok? Donc c'est toujours sigma sur, pas toujours, hein, c'est pour le cas général, alors c'est sigma sur epsilon 0. Maintenant, quel est le champ sur la surface? Sur la surface. Alors en fait, c'est par extrapolation qu'on va faire ça, c'est que vous remarquez que si on représente E en fonction de R, si on prend R ici par exemple, par rapport à la distance, si je reprends le cylindre le cylindre, qui est là, vous avez la surface dans le conducteur, les charges qui sont sur la surface dans le conducteur, c'est l'intérieur, le champ intérieur c'est égal à 0, le champ au voisinage, sigma sur epsilon 0 fois UN, ok, et donc je passe d'une valeur à l'intérieur de 0 vers une valeur de sigma sur epsilon 0 à ce niveau-là. Ok? Alors, entre les deux, on va dire que la zone, la surface, la couche superficielle, c'est-à-dire celle-là. Si je fais une extrapolation, on va dire que l'évolution d'atteindre un E qui est égal tout simplement sigma, la moitié, sur 2 epsilon 0.
Et donc, si je fais un petit résumé, on va dire que le champ électrique au voisinage, selon le théorème de Coulomb, au voisinage immédiat de la surface, E, c'est sigma sur epsilon 0. Par contre, sur la surface du conducteur, E, ce n'est que sigma sur 2 epsilon 0. C'est la moitié du champ électrique. À l'intérieur, E, le champ électrique, qui est égal, tout simplement, à 0. OK? Donc, quelle est la différence entre les deux? Bon, je vais m'arrêter 2 secondes, Hanaya. C'est juste pour les questions. Est-ce que vous avez des questions? Pour le moment, nous avons défini... Pardon? Nous avons défini c'est quoi un conducteur en équilibre électrostatique. Ça veut dire que le champ est égal à 0 à l'intérieur. Le champ est toujours perpendiculaire à la surface. Les charges sont réparties à la surface et le potentiel est constant. Maintenant, si on revient à calculer le champ électrique au voisinage, on applique le théorème de Gauss en utilisant un cylindre. Donc, tout simplement, c'est la somme de tous les flux et on trouve sigma sur epsilon 0. On va dire tout simplement par extrapolation ou par interpolation, le champ électrique ou hada c'est déterminé, c'est tout simplement la moitié, c'est sigma sur 2 epsilon 0. Donc s'il n'y a pas de questions, on passe à la deuxième partie. Vous pouvez écrire ou là pour poser directement les questions. Hein? Okay. Non, le conducteur le conducteur justement n'est pas forcément électrique. Attention, le conducteur c'est un volume. Il peut être un volume comme il peut être une surface. Hein? Mais on va dire qu'il est beaucoup plus un volume, parce que il y a un déplacement de charge à l'intérieur le conducteur. Hein? Donc il y a un déplacement de charge, mais en fait on arrive à les conducteurs c'est juste en équilibre électrostatique. Et l'équilibre électrostatique, ça veut dire qu'il n'y a plus de déplacement de charge. On est bien d'accord. Donc c'est un volume. Hein? Donc là, quand tu vois la sphère qui est là, très bien. Quand vous regardez la sphère qui est là, donc tout ça, c'est un volume. Allez, mais en fait, les charges sont à la surface. Et si la sphère part sur la on parle plus de la densité surfacique que la densité volumique. Mais c'est un volume. Donc sur les deux conducteurs, justement, on y arrive sur les deux. Si vous reliez, c'est autre chose parce que c'est un problème d'influence. Hein. On reviendra sur le problème d'influence. Vous voulez dire que si je prends un conducteur, je vais le relier avec un autre conducteur. En fait, si un conducteur de relier avec un autre conducteur, vous liez un conducteur, c'est-à-dire ça va être un conducteur qui est composé de deux corps A et B. En bas, j'attends, donc il va y avoir un déplacement de charge. J'attends jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de déplacement de charge. Quand il n'y a plus de déplacement de charge, ils vont être répartis. Il va y avoir échange de charge. Très bien. Il va y avoir échange de charge. Et donc, la somme des charges, par exemple, si les charges positives ramènent et négatives, donc il va y avoir déplacement des électrons. Mais j'attendrai parce qu'il n'y a plus de déplacement de charge. Et à ce moment-là, je vais dire que c'est un conducteur en équilibre électrostatique et vous devez avoir les mêmes charges QA et QB réparties sur la surface. Très bien. OK? Et bien sûr, dans ce cas-là, si j'ai un conducteur en équilibre électrostatique, dans ce cas-là, tout le potentiel est constant. Parce que c'est une des propriétés de le conducteur électrostatique. Parce que en fait, on va voir en bas. En fait, qu'est-ce qui va faire déplacer les charges à Doma? Si vous générez une différence de potentiel, vous allez générer un champ électrique. Si vous générez un champ électrique, vous allez générer une force électrique qui va faire déplacer les charges. On a toujours en équilibre électrostatique. Donc, ça, c'est la propriété, tout ce qui est conducteur en équilibre électrostatique. Très bien. Alors, maintenant, on va parler de la capacité
d'un conducteur en électrostatique, ce que vous appelez le katafa en terminale, le C. Alors, il faut dire que le cours, on va définir c'est quoi cette capacité, mais bon, je pense que dans ce cas-là, je vais donner directement la définition. Quand on parle de la capacité d'un conducteur, de n'importe quel conducteur qui est là, c'est le rapport entre la charge et le potentiel RF. On sait très bien qu'un conducteur, donc en équilibre électrostatique, a de les charges qui sont réparties et potentiel constant. Et la capacité, ou le katafaku, je crois que c'est kataf en arabe, c'est la charge Q coulant sur le potentiel. Ok? Alors, en fait, il faut faire attention, la capacité C ne dépend ni de la charge ni du potentiel. Hein. En fait, elle dépend de la forme et la dimension du conducteur. Okay? Je pense qu'on reviendra à ça à la reprise. Hein. C, quand on l'écrit Q sur V, en fait, si vous changez Q, le potentiel est beddel, et ainsi de suite. Mais en fait, vous allez voir qu'elle dépend de la dimension, on va le voir en bas, du conducteur, et la forme terre. Alors, l'unité de la capacité, c'est le farad, ok, F. Et ça, c'est juste un petit rappel. Quand on écrit ça, c'est le microfarad, c'est-à-dire à 10 puissance moins 6. Nanofarad, 1, c'est 10 puissance moins 9. Et picofarad, c'est 10 puissance moins 12. Parce que vous allez voir que les farads, on parle beaucoup plus de pico, nano et microfarad. C'est comme dans le cas d'un décharge. Hein. Alors, l'énergie interne d'un conducteur isolé, on part toujours, vous remarquez, isolé. Pourquoi? Parce que, là, il n'y a plus de déplacement de charge, ça veut dire qu'il n'y a plus d'effet de champ ni de potentiel d'un paramètre externe. Alors, elle est définie par 1/2 de la charge fois V. Donc, si vous avez un conducteur, si vous voulez calculer son énergie interne, c'est 1/2 de Q sur V. Alors, si vous remplacez Q, qui est là, la charge, c'est C fois V. Donc, si vous remplacez Q, vous allez avoir 1/2 de CV au carré. Si vous remplacez V par l'expression de Q, qui est V est égal, donc je reprends cette relation, c'est Q sur C. Donc, si je remplace ici, on va avoir 1/2 de Q au carré sur C. Donc, pour calculer l'énergie interne d'un conducteur, on peut utiliser les trois relations. Okay? Voilà. Donc, jusqu'à présent, nous avons défini c'est quoi un conducteur en équilibre électrostatique. C'est-à-dire que le champ est égal à 0 à l'intérieur, le champ est perpendiculaire, le potentiel est constant et les charges sont réparties à la surface. Nous avons défini aussi c'est quoi la capacité d'un conducteur qui est égale tout simplement à la charge sur V et l'énergie interne c'est 1/2 de Q fois V. Alors maintenant on va parler d'un condensateur. Donc, à partir d'un conducteur en équilibre électrostatique, on va parler d'un condensateur. En fait, la définition d'un condensateur est un système de deux conducteurs, A et 2, en état d'influence totale. Je vais expliquer ça veut dire quoi l'influence totale. Hein? Ok? Donc, les deux conducteurs pour créer un condensateur. Alors, les deux conducteurs, dans ce cas-là, sont appelés les armatures du condensateur. Donc, les armatures du condensateur. Alors, vous vous rappelez tous, le condensateur, c'est deux plaques, on va dire. Je reviendrai hein, en détail. Hein. Okay. Il est porté à potentiel V1 et l'autre est porté à potentiel V2. Et vous rappelez tous qu'il y avait un vide entre les deux. Okay. Alors, ça, c'est un condensateur. Il est formé de deux conducteurs. Donc, un conducteur A1 et un conducteur A2. Donc, si je regarde le conducteur le condensateur, je fais A1, vous vous rappelez tous, je ne me rappelle plus de comment on disait le condensateur en arabe. Donc, vous avez A1 et A2. OK? Donc, très bien. Donc, le condensateur qui est là, il est formé par deux conducteurs A1 et A2. Alors, les conducteurs on les appelle les armatures du condensateur. On les appelle les armatures. Okay. Ce sont les armatures du condensateur.
Alors, en fait, il y a deux types de condensateurs. Il y a ce qu'on appelle à influence totale stricte. En fait, si l'une des armatures entoure complètement l'autre, donc si je prends le cas de la sphère, si vous regardez la sphère par exemple, une sphère qui est, donc, qui est entourée par une autre sphère. Donc ça, c'est le conducteur A1 et ça, c'est le conducteur A2. Okay? Donc il y a une influence totale. Hein? C'est-à-dire que si la charge elle est positive, automatiquement l'autre elle est en charge négative. Alors attention, il n'y a pas de contact entre les deux. Hein. S'il y a contact, on va avoir la même charge partout. Ça, c'est ce qu'on appelle l'influence totale stricte. Il y a ce qu'on appelle armature rapprochée. Alors, armature rapprochée, c'est dans le cas, par exemple, des deux cylindres qui sont très rapprochés, ou là, pardon, dans le cas de deux plans, ou là, le cas de deux cylindres. Ok? Pardon? Pardon? Très bien. Alors, dans ce cas-là, on parle de armature rapprochée. Donc, les deux, ce sont deux condensateurs. Hada, c'est un condensateur. Hada, condensateur, qui sont formés à deux conducteurs. Alors, la différence entre les deux, c'est que Hada, c'est une influence totale, ou Hada, c'est une influence, on va dire, rapprochée. Alors, il faut savoir que, je vais le noter après, que cette distance Hada, E, entre A1 et A2, dans les deux cas, elle est très faible, donc E est très faible devant elle, devant la hauteur là, et E aussi est très faible devant la hauteur, pour qu'on puisse dire que c'est une influence totale. Alors, c'est quoi l'influence totale? En fait, on devait faire une partie sur les influences, mais je pense pas qu'on aura assez de temps pour faire l'influence totale et partielle. Tout simplement, l'influence totale, ça veut dire que tous les lignes de champ des rohamna, ils l'aqulhana. En d'autres termes, pour ne pas trop se compliquer, c'est que la charge QA1 est égale à moins QA2. Ça veut dire que si je prends le des cylindres qui sont là, ça veut dire si le conducteur A1, la charge TO par exemple Q1 est égale à 2 coulombs par exemple, 2 coulombs, l'autre automatiquement Q2, c'est le signe moins, c'est moins 2 coulombs. Ça veut dire qu'ils ont la même charge, A1 et A2, tout simplement avec un signe qui est différent. C'est-à-dire que j'aurai la charge positive et la charge négative. C'est-à-dire que j'avais l'influence totale. Et ce que j'avais dit tout à l'heure, c'est que la distance E est toujours très faible. Faites le cas, il n'y a pas de problème. Mais faites les cas, vous allez voir que toujours E est très inférieur devant elle pour qu'il y ait toujours une influence totale. Et donc, automatiquement, si vous parlez d'un condensateur, c'est un système qui est formé de deux conducteurs et qui est en influence totale. Ça veut dire que les charges qui sont là sont toujours négatives par rapport aux charges qui sont en face. Alors, très bien. Alors, juste une remarque. Si je prends un condensateur, allez, on va faire ça, de préférence. Alors, on va dire la différence entre les deux. Ça, c'est un conducteur que nous avons fait, la première partie, un conducteur en équilibre électrostatique. Je m'excuse pour l'écriture. Hein. Et ça, c'est un condensateur. Ok, donc ce que nous avons défini jusqu'à présent. Alors, un conducteur en équilibre électrostatique, c'est un corps, qu'il soit surface ou volume, où les charges tau ils sont réparties à la surface. Donc, on part de la charge, il y a la répartie, et on part du potentiel tau qui est constant. Et on a la capacité C, c'est tout simplement Q sur V. Maintenant, si je prends le condensateur en contrepartie, le condensateur, il est formé par deux conducteurs. C'est-à-dire, je prends par exemple le cas de deux plans, parce qu'on prend le plan, c'est plus explicite, c'est plus simple. Donc, j'ai un conducteur A1 et A2.
Donc, ils ont la même charge. Par contre, c'est de signes différents. Okay? Ça veut dire que on a Q1, tout simplement, on a moins Q1. Alors, dans ce cas-là, on parle dans le cas d'un condensateur, il est défini par la charge Q1. C'est pas la somme des deux. Parce que si vous faites la somme Q1 moins Q1, vous allez trouver qu'il est égal à 0. Donc, il est défini par la charge des conducteurs. Ça, c'est la première chose. Là, on parle du potentiel. Dans le cas de condensateur, on parle de la différence de potentiel. C'est-à-dire que si j'ai V1 là, bien sûr, et j'ai V2, ils ne sont pas au même potentiel. Dans ce cas-là, on parle de delta V, ce qu'on appelle la différence de potentiel qu'on va noter DDP, à chaque fois. Et dans ce cas-là, delta V, si je regarde, on a le potentiel kbir, de charge positive, et donc c'est V1 moins V2. C'est la différence entre un conducteur en équilibre électrostatique et un condensateur. Okay? Alors, donc, dans ce cas-là, la capacité d'un condensateur, c'est la même chose que la capacité d'un conducteur. Tout simplement, c'est Q, au lieu sur V, en fait, c'est Q sur delta V, et on va avoir quelque chose de V1 moins V2, c'est-à-dire la différence de potentiel entre les deux. La même chose pour l'énergie interne, c'est la même définition que l'énergie interne d'un conducteur. Tout simplement, au lieu d'avoir 1 demi de Q fois V dans le cas d'un conducteur, c'est 1 demi de Q fois delta V. Et si vous remplacez, vous allez trouver la même chose, c'est-à-dire 1 demi de C delta V au carré, ou 1 demi de Q au carré sur C. C'est-à-dire que j'utilise cette relation pour trouver les autres relations. Est-ce qu'il y a des questions? Pour le moment, nous avons parlé d'un conducteur en équilibre électrostatique, ses propriétés, et nous avons, à partir d'un conducteur en équilibre électrostatique, nous avons défini un condensateur. C'est bon? Alors, maintenant, comment justement déterminer la méthode? Puisque vous allez appeler à faire des exercices, et en général, on vous donne un conducteur, en bas on vous donne un condensateur, c'est-à-dire formé par les deux conducteurs. Et comment on détermine justement, par exemple dans le cas du plan, pardon, quelles sont les étapes pour déterminer tout ça? C'est-à-dire déterminer la charge, déterminer le champ, et surtout comment calculer C, la capacité. Donc, on a comme les différentes étapes à suivre, et vous allez voir qu'on applique la même chose, que ce soit un conducteur plan, ou un conducteur cylindrique, ou un conducteur sphérique. Hein? C'est la même chose. Hein? Alors, les étapes, c'est trouver la répartition, la première chose, des charges sur l'armature à équilibre. La première chose, dire, par exemple, si je prends un plan, et je vais appliquer une différence de potentiel, V1, comme le schéma. Donc, je sais très bien que il est avec l'armature, le générateur en plus, ou un négatif, et donc j'aurai des charges positives et négatives. C'est un de préférence, vous allez voir. Je prends un générateur, ok, et je le place à travers un condensateur qui est là. Okay, donc, qui va faire déplacer les charges diabolées. Alors, dans ce cas-là, ça, il y a un vide à l'intérieur. Il y a un vide où là, une matière, on va dire, isolante. Donc, dans ce cas-là, les charges ils sont en même contact. En fait, vous allez avoir quelque chose qui est positif et négatif. Puisque là, on a la borne négative du générateur. Et dans ce cas-là, comment déterminer la capacité de ce condensateur? Alors, les étapes à suivre, c'est la répartition des charges sur l'armature. La deuxième, c'est utiliser le théorème de Gauss pour calculer le champ électrique à l'intérieur. Okay? Ça, c'est la deuxième étape. La troisième étape, c'est de calculer la différence de potentiel, V1 moins V2, en utilisant cette formule-là. Une fois que vous avez déterminé le delta V, tout simplement C, ce n'est que Q sur delta V qui est égal à Q V1
sur V2. Alors, on va utiliser ce problème-là pour calculer la capacité d'un condensateur plan. Okay, donc, on va utiliser l'exemple. Pardon. Entre-temps, le temps d'ouvrir un document, est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que nous avons vu jusqu'à présent? J'ai le temps d'ouvrir un fichier. Alors, c'est... vous pouvez écrire sur le chat. Hein. Et vous êtes toujours connecté. Allô? Ah, très bien. OK. Alors, je devais écrire, mais malish, quand même, je vais Ah. C'est pas vrai. Bon, malish. C'est pas grave. Alors. Oui. Les charges, oui, oui. Les charges sont de signes différents, hein, okay, dans les deux conducteurs. Ils sont, en termes de valeurs algébriques, sont de signes différents, mais ils sont à la même charge. C'est-à-dire, vous avez toujours Q1 et Q2. Si vous prenez en valeur absolue, elles sont égales, mais c'est de signes différents. Non, pas dans les deux conducteurs. Voilà, dans les deux conducteurs, si on parle en termes de condensateur. Hein. Okay. Ah ouais, ça. Bon, allez, je pense. Alors, on va utiliser. En bas, je vais vous envoyer le document. On va utiliser, on va déterminer la capacité d'un condensateur plan. Alors, on va prendre un condensateur, donc plan, c'est-à-dire qu'il est formé par deux conducteurs, A1 et A2. Ok, je préfère effacer ça. Voilà. Et voilà. Donc, bien sûr, pour qu'il y ait déplacement de charge, il faut le brancher à un générateur ou lui faire une différence de potentiel. Okay. À partir de le théorème de Gauss, hein, pour déduire le champ électrique. Hein. On va justement faire l'application directement. Donc, on va le brancher et à partir d'un générateur plus et moins. Okay. Donc, il va y avoir déplacement de charge, parce qu'à cause de ce générateur-là, on va revenir sur les générateurs, sur les propriétés d'un générateur. Et donc, automatiquement, on va générer une différence de potentiel. Et donc, je vais à Kinshufouille sur une vie latérale, j'aurai quelque chose, condensateur qui est là. OK? Voilà. Donc, charge positive et charge négative.
Alors, d'après vous, on a le potentiel qui est automatiquement, le potentiel c'est V1 et le potentiel c'est V2. Bien sûr, V1 dans ce cas-là est supérieur à V2. Alors, le champ électrique, est-ce qu'il va de V1 vers V2 ou de V2 vers V1? C'est pour ça qu'il est très important de voir la répartition des charges. Alors, d'après vous, est-ce que de V1 vers V2 ou la V2 vers V1? Ouais. Vous pouvez l'écrire sur le chat. Hein. Même si vous c'est juste pour corriger. Hein. Alors, les lignes de champ, est-ce que de V2 vers V1? En fait, c'est ça, c'est que si vous regardez l'expression dans le champ électrique, dV, okay, c'est moins E dL. Okay. Donc, le problème qui se pose, c'est que le moins hadaya, et ça veut dire que le champ électrique, il aura toujours le potentiel kbir vers le potentiel serré. Okay. C'est comme le problème de les vents. Vous vous rappelez tout ce qui est dans le champ électrique, il aura toujours potentiel kbir vers le faible potentiel, qui met les vents, il aura la pression kbir vers la faible pression. Et en fait, le champ électrique, toujours, il est dirigé de plus vers de V1 vers V2. Et tu vois, comme on a les charges, on avait plus de charges. Un champ électrique il est sortant et l'autre champ électrique il est entrant. Et donc le champ électrique total, c'est de plus vers V2. Ok? Donc c'est de V1 vers V2 en utilisant la formule de dV/dL. Équilibre, oui. Donc, alors, dans ce cas-là, on est en influence totale, c'est-à-dire que on va l'appeler à des charges, on va l'appeler Q tout simplement pour et donc AD c'est plus Q, pardon, et ça c'est moins Q. Donc le condensateur il est défini par la charge Q et il est défini par la différence potentielle V1 et V2. Alors ce qui a à déterminer c'est la capacité C. Okay. Alors on va tracer le vecteur. Bon, donc la première chose c'est l'orientation de E. Donc, on va déterminer le champ électrique à l'intérieur. Alors, vous avez tous, si vous avez fait l'exercice la dernière fois, le plan, il y avait un exercice où il y avait le plan, donc plus et moins, et le champ électrique, ça est égal E, tout simplement, c'est sigma sur epsilon 0. Ça n'a rien à voir avec l'autre. Ce que nous avons calculé pour le conducteur. En fait, le sigma sur epsilon 0, normalement, si je reviens à cet exercice-là, je ne sais pas si vous avez l'occasion de le faire. Si on a deux plans, si j'avais sigma et sigma, pardon, on va trouver un champ électrique qui sera égal à sigma sur epsilon 0, entre les deux. Hein. Alors, on trouve que le champ électrique, c'est sigma sur epsilon 0. Donc E, à l'intérieur, entre les deux, en module, c'est sigma sur epsilon 0. Alors, quand on détermine le potentiel, on va utiliser l'expression qui relaie le potentiel, donc dV, qui est égal tout simplement E dL. Alors, on va tout simplement intégrer entre V1 et V2. Donc, si de V1, donc, si je prends Hada entre 0 et 0, c'est-à-dire que si je prends le conducteur à les deux conducteurs, on va prendre l'axe X derrière. Ok? Donc, je l'intègre entre 0 et la distance E. Parce que la distance entre les deux, c'est E. Hein? On va dire que c'est E. Donc, j'intègre entre 0 et E. Alors, l'intégrale de dV, V1, V2, c'est tout simplement V2 moins. Comme le document propre. Hein? Je m'excuse pour l'écriture. Hein? C'est V2 moins V1. E, c'est dx.
puisqu'il est dans le sens de x, en fait, on va avoir quelque chose, puisqu'ils sont parallèles, E rabagda, tout simplement, on va avoir quelque chose moins de entre 0 et E dx. Ok? La cosinus de 0, c'est 1, E dx. Alors, vous remarquez que le E ne dépend pas de x. C'est-à-dire que entre moins 0 et E, sigma sur epsilon 0 dx. Alors, sigma est constant, epsilon 0 est constant. Bien sûr, attention, ils ont le même sigma, c'est-à-dire que on considère toujours les mêmes propriétés. La même surface, les mêmes propriétés, c'est-à-dire thermophysique, la même charge, et dans ce cas-là, le même sigma. Ce qui est la différence, c'est que hada plus ou hada moins. Donc, sigma sur epsilon 0 est sorti de l'intégrale, puisqu'il est constant, et on va avoir sigma epsilon 0, l'intégrale de E dx, pardon, dx, l'intégrale de dx c'est x, et en finale, on va avoir quelque chose, attends, je vais effacer ça. Bien sûr, j'ai oublié le signe moins, ok, le signe moins qui est là. Et on va avoir moins sigma sur epsilon 0. Alors, l'intégrale de dx, c'est x. Et entre E et 0, on a tout simplement. Okay. E, attention, c'est la distance. Peut-être je l'ai oublié de le mentionner. C'est la distance entre les deux conducteurs. Alors, avec le signe moins et le moins ici, au final, on va avoir quelque chose. La différence de potentiel entre les deux conducteurs, c'est-à-dire V1 moins V2, puisqu'il y a le signe qui est là, c'est tout simplement sigma sur epsilon 0 fois E. Ok? Alors, je vais rajouter une page dans ce cas-là. Voilà. Donc, en fait, pour le conducteur, plutôt, pardon, le condensateur plan, okay, dans ce cas-là, on trouve que V1, qui est là, qui est positif, V1 et V2, V1 moins V2, ce n'est tout simplement sigma fois E sur epsilon 0. Donc, vous avez remarqué que les étapes inventent toujours les mêmes. Déterminer la répartition des charges, calculer le champ à l'intérieur, et utiliser l'expression qui relie le potentiel et E, et trouver V1 moins V2. Une fois que vous avez trouvé V1 moins V2, l'expression de la différence de potentiel, tout simplement la capacité d'un condensateur, on l'a définie par Q sur V1 moins V2. C'est-à-dire la différence de potentiel. Et dans ce cas-là, si je remplace la charge manarfash, en fait c'est l'alpha, mais c'est tout simplement c'est sigma fois S. S, c'est cette surface-là, les deux conducteurs. Ils ont la même surface, hein, bien sûr. Hein. C'est-à-dire que ce soit dans le cas de cylindre ou là. Donc, sigma fois S sur, si je remplace la différence de potentiel, c'est sigma fois E sur epsilon 0. Alors, si on simplifie le sigma ma sigma, c'est la capacité, on va la trouver que c'est epsilon 0 fois S sur E, qui est la distance. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Que la capacité du condensateur, elle dépend de sa surface, parce que surface qui est là ou là, elle dépend de la distance entre les deux, et elle dépend de cette propriété qui est la permittivité du vide. Parce que pour le moment, on considère qu'il y a le vide à l'intérieur. Vous remarquez que ça ne dépend ni de la charge, parce que s'il y avait sigma, elle va dépendre de la charge. Et donc, elle ne dépend ni de la charge, ni de la différence de potentiel. Parce que quand vous allez acheter un condensateur, vous allez acheter par exemple un condensateur qui a une propriété à 1 microfarad ou là 5 microfarad. Ce sont en fait les composantes que vous allez acheter pour l'électronique.
Et donc, ça va dépendre de sa surface, de la distance et de la propriété physique du milieu entre les deux. Okay? Alors, je vous demanderai de faire pour demain. Demain, on va, Mazel, une partie qu'on va terminer demain, Inch'Allah, et on va faire quelques applications des exercices. Alors, je vous demanderai de déterminer la capacité. Sinon, le document, c'est comment on détermine la capacité dans le cas de deux sphères et dans le cas de deux cylindres. Ok? Je vais vous envoyer le document BAT et pour poser là. Alors, dans le cas du cylindre, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire que le porte un potentiel kbir, un faible potentiel, et c'est toujours le même principe. Le champ électrique, déterminer E à l'intérieur, calculer la différence de potentiel et trouver la capacité. Et la même chose ici. Donc, calculer le champ à l'intérieur, calculer la différence de potentiel et calculer la capacité de ces deux conducteurs. Comme le questionnaire, les deux exercices, je vais vous envoyer la solution, comment déterminer la capacité dans ce cas-là et le cas. Ok? Est-ce qu'il y a des questions? Je crois qu'on va s'arrêter aujourd'hui pour la partie. Demain, ce qu'on va faire, Inch'Allah, c'est l'association des condensateurs. Je pense que c'est quelque chose que vous avez déjà vu ici. Quand vous avez des conducteurs en parallèle, des condensateurs en parallèle, comment on détermine le condensateur équivalent, et quand vous avez des condensateurs en série. Okay? Et on va faire des exercices sur le conducteur. Est-ce que vous avez des questions? Alors, si on fait le résumé, c'est qu'on a défini c'est quoi un conducteur en équilibre électrostatique, les propriétés d'IR. Comme on a déterminé c'est quoi les propriétés d'un condensateur, ses propriétés, et comment déterminer la capacité dans le cas d'un condensateur blanc. C'est bon? Allô? Allô, allô? Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'il y a des questions? Très bien. Donc, on se retrouve demain, Inch'Allah, à 14 heures. Inch'Allah. Ok, merci bien. À demain, Inch'Allah. Au revoir tout le monde.